Bonjour à tous, merci d'être là. Un grand merci à Châteauforme de nous et vous accueillir ici. On est généralement toujours bien reçus, c'est pour ça qu'on aime bien aller chez eux. Et vous emmener ici. Ce matin, c'est une conférence qui est la première sur un sujet qui est technique et en même temps qui est, à mon sens, très intéressant, qui est l'impact des GAFA et de la tech sur le business model des banques traditionnelles. Alors, tout le monde ne se connaît pas ici, mais on a des banquiers, normalement. On a des gens qui sont dans la finance, on a même des assureurs dans le coin. Après la conférence, on pourra vous présenter un peu tous mutuellement et je serai très très content d'avoir vos feedbacks aussi sur les opinions qui vont arriver ici. Alors avant toute chose, je ne suis pas un expert en finance, j'ai pas un doctorat en finance, j'ai vu quelques vidéos YouTube pour vous en parler, simplement pour vous dire que c'est un sujet qui est très très technique et on peut plonger très très profondément dans la régulation. Il y aura toujours quelqu'un qui sera ou pas d'accord ou d'accord. L'idée c'est que je voudrais vous raconter ce qui me semble être un point de vue qui se défend. En tout cas moi je le défends et je serais ravi d'avoir vos retours. Alors pour ceux qui me connaissent pas rapidement, je suis entrepreneur, j'ai monté BrainSwat. L'équipe est dans la pièce. J'ai aussi cofondé une fintech, ça vous parlera, qui s'appelle Stayhome. J'ai écrit des bouquins et je fais pas mal de conférences. Je me fais un point sur Stayhome très rapidement parce que c'est une fintech. Stayhome, en fait, c'est une plateforme de financement participatif qui permet à des propriétaires immobiliers, donc qui ont une maison, et qui sont menacés d'une saisie immobilière, de la vendre temporairement à une communauté d'investisseurs. Et ce qu'on appelle le portage immobilier. Et pendant une période de 36 mois, ils vont devenir locataires de leur propre maison et avec l'argent de la vente, ils vont solder leurs dettes, typiquement un divorce. Et il faut savoir que dans ce pays, il y a 15 000 saisies immobilières tous les ans et 240 000 personnes qui sont inscrites au fichier des incidents de paiement. Donc malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la spirale du surendettement et qui ne peuvent plus en sortir alors qu'ils ont un actif qui s'appelle une maison ou un bien immobilier. Stayhome permet donc d'éviter de tomber dans la spirale du surendettement en permettant à des particuliers d'investir entre 5, 10, 15, 20, 50 000 euros et devenir temporairement propriétaire d'une maison. Et tout le monde est gagnant. L'investisseur, c'est un placement à 6,5 net d'impôt. Et pour le propriétaire, ça lui permet de conserver sa maison, de rester locataire. Personne ne se rend compte qu'il a des problèmes financiers. Il solde ses dettes et il rachète sa maison au prix convenu initialement. Si vous voulez plus d'infos, il y a un site. On est une des premières plateformes françaises de financement participatif, mais on ne le savait pas. C'est BFM TV qui nous l'a dit, parce qu'on a permis d'investir un peu plus maintenant de, je pense, 17 millions d'euros par des particuliers. Et pour un nombre de 80 à 90 opérations de portage. Et la croissance de l'entreprise est très forte. On a réalisé une levée de fonds de près de 800 000 euros il y a quelques temps. Et on a des perspectives qui sont plutôt sympas. Voilà, simplement pour vous dire que je ne suis pas totalement étranger au sujet des fintechs pour autant. Alors, je commence par une petite devinette. Est-ce que vous connaissez le point commun entre un métier à tisser et Uber ? C'est pas forcément facile à trouver comme ça tout de suite. C'est la programmation informatique. Tout simplement. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Quand on ne sait pas où on va, il faut regarder d'où on vient. Donc je reviens un tout petit peu en arrière sur ce qu'on appelle la transformation digitale, mot que vous entendez partout et tout le temps. Je voudrais juste remettre dans le contexte pourquoi on en parle autant, avec un brin d'histoire. Tout a commencé avec le métier à tisser. La transformation digitale a commencé en 1801, en fait, et pas il y a 10 ans. Lorsque le métier à tisser a été inventé en même temps par monsieur Jacquard, la carte à puce perforée. Un programme, un papier, qui fait faire à une machine des opérations prévues à l'avance. À partir de ça, tout s'est enchaîné. En 1844, on a eu l'invention du télégraphe par monsieur Morse, qui a conduit en 1858 à installer un premier câble transatlantique qui a permis l'augmentation des échanges d'informations entre différents pays. Donc c'est l'ancêtre d'Internet, version Morse. En 1976, notre ami Alexander Graham Bell invente le téléphone. C'est encore une façon de communiquer qui est plus rapide. En 1979, après 36 000 échecs, Edison invente l'ampoule et finit par y arriver. En 92, Brown invente le tube cathodique, donc qui donne naissance à la télévision et à la société en fait, de l'information et de la communication. En 69 apparaît ce qu'on appelle ARPANET.
les tout premiers réseaux d'ordinateurs connectés entre eux, qui a donné naissance en 90 au World Wide Web, 3W, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui Internet. On est en 1990, et pour ceux qui s'en rappellent, en 1991, vous pouviez trouver dans les journaux des publicités pour des magasins high-tech qui vendaient des lecteurs CD, des ordinateurs, des téléphones, des enregistreurs, des enceintes, des caméras, des radios-réveils, des écouteurs, des calculatrices. C'était des magasins qui vendaient tout ça. On est en 91. En 92, on a 130 sites web. 92, il n'y a pas si longtemps que ça dans le monde. Et on a 1 million d'ordinateurs qui sont connectés. En 96, il y a 1 million de sites web et 36 millions d'ordinateurs connectés. 4 ans plus tard, en 2000, 368 millions d'ordinateurs sont connectés au réseau. Donc on est en 2000. L'enjeu devient dès lors en fait, d'organiser cette masse d'informations. En fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est la conséquence directe et logique de cette mise en réseau. Cette masse d'informations, il faut l'organiser. Et c'est là qu'apparaît Amazon en 95 pour organiser la vente d'objets. Et en 98, Google pour organiser l'accès à cette information. J'accélère un tout petit peu. On arrive à une époque, certains le connaissent déjà, on produit aujourd'hui chaque jour autant d'informations que l'humanité en a produit entièrement jusqu'à la fin du XXe siècle. Pour illustrer en détail cette augmentation de data qu'on produit, rappelez-vous 2010, vos vacances. Il n'y a pas longtemps. Ce que vous avez fait en 2010, vous pouvez vous en rappeler. En 2010, le trafic Internet, c'était ça, si on le représente par un schéma. En 2015, c'était ça. Donc en 2020, ce sera encore plus. Et ça ne va faire qu'augmenter avec la connexion des objets connectés au réseau. Cette année, en fin d'année, nous aurons produit 1 zeta-octet d'informations. L'humanité entière aura produit 1 zeta-octet d'informations. Alors qu'est-ce que c'est 1 zeta-octet? Pour les matheux, c'est un 1 suivi de tout ça de 0. Si ça ne vous parle pas assez, parce que moi ça ne me parlait pas assez, ça représente 2 milliards d'années d'écoute de musique. Vous mettez play sur votre iTunes et pendant 2 milliards d'années, vous écoutez des morceaux de musique. 2 milliards d'années, c'est long. Hein. C'est le temps qu'il faut aux dinosaures pour apparaître, disparaître, laisser aux mammifères le temps de... C'est très long, 2 milliards d'années. Si ça vous parle encore pas assez, à quel point c'est long, imaginez que vous mettez une chanson de Justin Bieber en lecture, et que vous la répétez 350 000 de fois. Je ne sais même pas comment on prononce ce chiffre. Voilà. Cette transformation en fait, d'une ancienne époque industrielle à une époque technologique, on peut l'illustrer par ce graphique tout bête. En 2012, Apple a déplacé la capitalisation de la plus grosse entreprise pétrolière du monde. Et ça montre bien qu'on a changé d'époque, puisque depuis très très longtemps, ce sont les grosses boîtes pétrolières qui dominaient la bourse. Maintenant, elles sont toutes technologiques. Le monde entier est devenu technologique. Rappelez-vous cette pub pour un magasin high-tech dont je vous parlais en 1991. Aujourd'hui, l'ensemble de ce que ce magasin vend, tout ce que vous voyez là, tient dans votre iPhone. Vous pouvez enregistrer de la voix, filmer, regarder des films, téléphoner, calculer, répondre, téléphoner bien sûr, accéder à Internet. Ce sont des véritables ordinateurs. Tout ça tient dans la poche. Dans ce monde qui est devenu entièrement technologique, les règles ont changé et il est tout à fait logique qu'on vit dans un monde qu'on appelle les GAFAnomics. Nouvelle économie, nouvelles règles, et ce sont les géants de la technologie qui dominent. Quand je dis domine, je pèse mes mots. Le CAC 40 pèse à lui seul 1157, environ 1157 milliards d'euros. Les 40 entreprises françaises cumulées représentent un total de 1157 milliards d'euros. Les GAFA, à eux 4, pèsent 1471 milliards d'euros. 4 entreprises. C'est absolument démentiel. Pour vraiment vous le faire comprendre, petite comparaison des capitalisations. BNPP 65 milliards. La plus petite des GAFA, c'est Facebook. En comparaison, 286 milliards. Alors bien sûr, ça fluctue au jour le jour, hein, donc c'est des approximations. On a Apple qui caracole en tête, parfois qui frôle les 500 en fonction du cours de bourse, 500 milliards. La plus grande banque américaine, c'est JP Morgan, qui est à 220 milliards en capitalisation. Ce sont des mastodontes absolument monstrueux. Apple vaut 7 ou 8 fois BNPP en bourse, ce qui est démentiel. C'est clairement un avantage, pour le coup, pour les GAFA, d'autant plus que Cisco a fait une étude très intéressante sur les risques de disruption de différents secteurs. La finance
les services financiers sont en 4e position sur la liste des secteurs les plus exposés au risque de disruption. Alors, la disruption, pour mémoire, pour ceux qui ne se rappellent pas exactement ce que veut dire ce mot, prenons le point de vue du SMS et observons ce que c'est que se faire disrupter. Vous êtes en bleu, vous avez une vie tranquille, vous augmentez le nombre de vos échanges, et puis d'un coup apparaît WhatsApp. Voilà ce que c'est qu'une disruption en termes de chiffres. Et d'un coup, votre usage s'effondre, tandis que votre collègue vous dépasse en 1 an et demi, 2 ans, pas plus. Une disruption, c'est violent et rapide. Or, les banques sont effectivement très exposées au risque de disruption. Il y a une étude américaine qui a été faite, qui est très intéressante, sur les banques et leur exposition donc au risque disruptif. Alors c'est une étude qui a été faite sur 10 000 répondants, 3 ans de sondage, notamment sur les millennials, la génération des millennials. L'enseignement et la conclusion est claire, elle est annoncée dès le départ, la banque est vraiment menacée. Alors, il y a des données intéressantes. Par exemple, 73% des millennials seraient beaucoup plus excités par une nouvelle offre financière par Amazon, Google ou Apple que par leur propre banque. Ça les intéresserait beaucoup plus. 53% pensent que leur banque n'offre rien de différent par rapport à une autre. Et celle que j'aime beaucoup, 71% des millennials préfèrent aller chez le dentiste plutôt qu'écouter ce que leur banquier a à leur raconter. C'est assez fou quand même. Aller chez le dentiste. Encore plus intéressant, sur les marques les moins aimées aux États-Unis, les 4 grandes banques sont en tête. Et 33% des millennials pensent qu'ils n'ont même pas besoin d'une banque tout court. C'est vraiment devenu une simple commodity. Le fait d'avoir un compte bancaire et une carte bleue, c'est pas du tout prioritaire. Et en termes d'image de marque, c'est catastrophique. Donc, on a nos banques, les institutions financières qui sont prises en tenaille, en mâchoire, j'espère que vous allez apprécier l'allégorie que j'ai faite après, entre les GAFA d'une part et les fintech d'autre part. Et là, on observe une magnifique mâchoire symbolisée. C'est une allégorie poétique. Alors, ça commence par les GAFA qui mettent un bon crochet du droit aux banques avec une arme de destruction massive qu'elles ont toutes, c'est l'audience. Pour vous donner un ordre d'idée, Amazon a 210 millions de clients. Apple, avec iTunes, 800 millions de gens ont donné leur carte bleue. Google, 900 millions de clients et d'utilisateurs. Et enfin, Facebook, 1,5 milliard de personnes connectées. Comme dit Nicolas Collin, nous vivons à l'âge de la multitude et le fait d'avoir une audience est un énorme avantage parce que si les gens aiment ce que vous avez à dire, ils vont aimer ce que vous avez à vendre. Donc avec une masse d'audience aussi importante, ces gens-là ont effectivement non seulement le cash, mais l'audience pour pouvoir vendre à peu près n'importe quoi. Juste pour rappel, les GAFA, si on triche un tout petit peu sur le calcul, en comptant que Apple est né le jour où Steve Jobs est revenu aux commandes, si on triche un tout petit peu, les GAFA ont 18 ans d'âge moyen. Ce sont des ados. Et l'âge moyen des grandes banques françaises, c'est 158 ans. Donc en 18 ans, les GAFA ont réussi à pulvériser le nombre de clients, d'audience, de trésorerie, de cash disponible, ce que les banques n'ont pas réussi à faire en 158 ans. Pourquoi ? Parce que les GAFA, ils reposent sur quelques principes. Leur modèle, il est gratuit. La valeur de produit est haute. Si vous supprimez Facebook aux millennials, ils meurent instantanément. Voilà, leur vie perd leur sens. Ils ont une très très grande sensibilité au design. Vous utilisez Facebook, c'est fluide, intuitif, rapide. C'est pareil pour Google. C'est pareil pour n'importe quelle boîte aujourd'hui, style WhatsApp. C'est excessivement simple, grande attention aux détails. Et les gens ont étrangement confiance dans toutes ces grosses boîtes pour leur confier des données. Donc c'est gratuit et la qualité d'usage est bonne. Vous avez déjà vu Facebook planter, c'est rare. Ça marche tout le temps et ça marche bien. Et on peut envoyer de la voix, des photos, des images, il n'y a pas de problème et c'est gratuit. Tout ça est complètement gratuit. À côté, on a les banques. C'est cher, une banque. La valeur de produit est un peu floue parce que les gens ne se distinguent pas une banque d'une autre. C'est pareil d'avoir un compte bancaire, c'est pas incroyablement différenciant. Et le design est assez faible. Alors, on se le dit régulièrement avec Jérémy quand on se connecte sur le compte en banque de l'entreprise, c'est catastrophique, l'expérience client est purement catastrophique. À chaque fois qu'on se connecte, on doit appeler la banque pour dire ça marche pas. C'est systématique. C'est incroyable. On leur dit et on leur dit et on leur dit.
Mais ils nous disent que non, mais la sécurité est assurée. Ouais, mais avoir besoin d'une carte en carton pour se connecter, pour pouvoir ensuite accéder à un site, pour pouvoir déléguer un acte, non, c'est pas possible. Le design est donc excessivement moche, très souvent, pardon de le dire. Et la confiance dans l'image de marque des institutions bancaires, elle est faible depuis la crise économique. Elle est très faible. Donc en fait, si on résume, une banque ça coûte cher et la qualité n'est pas terrible et en plus c'est pas différenciant. Donc il est normal que les GAFA avec leur cash et leur audience se disent on va aller regarder du côté de la banque et de la finance, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, on a Google avec ses millions et ses millions d'utilisateurs qui lancent. Settling up between friends has always been a balancing act. The new Google Wallet makes it simple. It's fast and free to send or request money with as little as an email address or cell phone number. Whether you're on vacation with friends, chipping in for gas, or splitting the cost of groceries, with Google Wallet, settling up can be done with just the click of a button. Simply add any US debit card and you're ready to send and request money with no additional fees. You can then cash out instantly to your bank account. Download the new Google Wallet on Google Play or the App Store today. Ça, c'est Google qui commence à mettre un doigt de pied dans les moyens de paiement. Facebook, peut-être vous avez vu ça ? Facile, rapide, gratuit. Nous, quand on fait un virement via notre banque, bah, c'est 20 centimes à chaque fois, ou 50 centimes, ou parfois 1 euro, ou 2 euros. Ce qui est intolérable parce que l'utilisateur, il est habitué à ça maintenant. C'est tout le temps gratuit, c'est tout le temps facile, c'est tout le temps rapide. Vous avez bien sûr entendu parler d'Apple Pay, des chiffres de croissance. Alors, on en parlait, c'est pas toujours immédiat l'installation d'Apple Pay. Enfin, le déploiement est un peu lent en France. Mais les chiffres de croissance d'Apple Pay sont monstrueux puisque tout le monde a un iPhone. Et payer avec un iPhone, c'est beaucoup plus rapide qu'avoir de l'argent liquide. Tout le monde, de toute façon, veut que l'argent liquide disparaisse. Donc c'est le smartphone qui va encore devenir l'élément central de paiement. Et on a Apple qui a annoncé, donc, il y a 15 jours, me semble-t-il, l'apparition du iLivret A. Pardon, c'était facile. Plus sérieusement, il n'y a pas que les GAFA. Il y en a qui sont du côté de l'Asie, qui sont très 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 gros aussi. Vous connaissez Alipay, le système de paiement du mastodonte Alibaba ? 400 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est démentiel. Et ces gens-là, quand ils vont commencer à mettre un doigt de pied en Europe, ça va faire une énorme vague. Donc, le monde dans lequel on vit est devenu complètement technologique et le monde de la finance, évidemment, lui aussi est devenu très technologique. Et partout où il y a de la techno, il y a des startups. Et quand vous mixez finance, start-up et techno, c'est le crochet du gauche, c'est les fintechs. Les fintechs qui attaquent par tous les côtés, qui grignotent tout doucement tous les pans des business models des banques traditionnelles. Donc il y a eu le film 300. Je pense qu'on va bientôt faire un film, c'est le film 12 000. C'est le nombre de fintechs aujourd'hui qui sont en train d'attaquer les business models des banques traditionnelles par tous les côtés. En 2008, les investissements dans la fintech, dans les mondes de la fintech, ça représentait ce montant-là. On est en 2008. En 2014, voilà le taux de croissance des investissements. Et ça a atteint 19 milliards de dollars investis dans les fintech en 2015 pour les aider à grandir, à accéder à des clients, à s'organiser, à se conformer. Enfin, on va y revenir là-dessus. Et on a des fintech qui affichent des croissances à peu près aussi insolentes que SlimPay. 4068% de croissance en 4 ans. Donc quand on projette une croissance pareille sur 10 ans, forcément c'est énorme. SlimPay, c'est une boîte française en plus, qui permet en fait de faire des prélèvements sur un compte bancaire en évitant de devoir donner sa carte bleue. Ça, si vous changez de carte bleue, on peut continuer à faire un prélèvement. Et le tout, bien sûr, rapide, gratuit, facile, etc. On a des startups fintech qui sont en plus d'être gratuites et d'avoir des taux de croissance fulgurants, sont sexy. Par exemple, on a Plastic, qui ne cesse de reporter son lancement, mais qui propose une carte de paiement avec un écran intégré, et vous mettez vos 20 cartes bleues à l'intérieur, carte de fidélité, carte de paiement, etc., badge d'accès dans votre bureau, à l'intérieur d'une même carte. Le taux de précommande de cette carte a été absolument fulgurant. En une semaine, ils ont encaissé plusieurs dizaines de millions de dollars de précommande.
Vous avez Adyen, une boîte qui permet de payer facilement pour les petits commerçants, qui vaut déjà 2,3 milliards de capitalisation en quelques années. TransferWise, qui vaut déjà 1 milliard. C'est des boîtes qui ont été créées dans un mouchoir de poche il y a 3-4 ans maximum, et qui ont un marketing plutôt agressif, comme on peut le voir, bye bye les frais bancaires. Ils génèrent 770 millions de transferts tous les mois. Ils ont Richard Branson qui a investi dans l'entreprise, ce qui n'est pas anecdotique, entre autres investisseurs de renom. Ils attaquent vraiment méchamment les banques traditionnelles avec des pubs comme celle-là. Votre banque vous arnaque en fait sur vos transferts d'argent. Ils le disent ouvertement. Et ils ont donc quelques actionnaires puissants comme Richard Branson qui apportent une petite touche de folie à leur marketing, et ils font des manifestations à Londres pour gueuler contre les frais de paiement. Mais ça, c'est une façon virale de faire parler d'eux que peut-être les grandes banques françaises n'ont pas encore anticipé. On a Currency Cloud, qui est une boîte très intéressante aussi, qui permet de faire des transferts d'argent en se basant sur les meilleurs taux de transfert d'argent. Ils transfèrent 15 milliards de dollars tous les ans entre des différentes entreprises. Funding Cycle, je n'arrive jamais à la prononcer. Funding Cycle, qui a prêté 1,5 milliard de dollars aux petites entreprises depuis 2010. C'est des boîtes qui grossissent bien. Et on a en France beaucoup de fintech qui sont apparus depuis notamment la directive sur les services de paiement. Il y en a eu 2. Ça a donné naissance à plusieurs fintech, dont nos startups phares qui sont Litchi, qui a également créé MangoPay, qui sont Pupkin, SmileNPay, etc. Donc ces directives un peu de dérégulation entre guillemets sur les systèmes de paiement ont ouvert la brèche aux fintech qui du coup sont en train d'attaquer le marché. Alors on a en France des startups, notamment des fintech de financement participatif comme WeSeed. Je parle de celle-là parce qu'on s'en est servi nous pour notamment lever des fonds sur Stayhome, la fintech dont je vous ai parlé, et ce qui permet simultanément d'encaisser de l'argent et de faire de la com autour de son projet. Kickstarter est devenu autant une plateforme de communication qu'une plateforme de levée de fonds. WeSeed, c'est une petite boîte à l'échelle mondiale, bien évidemment, mais à l'échelle française, c'est la plateforme un peu incontournable de financement des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'ils ont notamment appliqué le modèle de financement participatif à l'immobilier, en lançant WeSeed Immobilier, qui permet d'investir en fait dans des programmes immobiliers. Eux, ils gèrent en gros la construction, ce qui permet de ne plus faire appel aux banques pour financer des programmes de construction d'un petit immeuble, d'un appartement ou d'un ensemble de 4 appartements. Donc vous pouvez mettre un projet et de proposer à des gens de financer ces projets. Ça propose des rendements qui sont plutôt intéressants. Et en 2015, le crowdfunding immobilier a dépassé les 2,5 milliards de dollars. C'est pas grand-chose, mais reprenez le schéma du WhatsApp et du SMS et on peut se projeter sur l'idée que partout où on peut se passer d'une banque éventuellement pour financer des projets, ça va augmenter. Donc c'est juste une tendance de fond, le crowdfunding immobilier, qui ne va pas diminuer. Et ces startups, fintech, un peu partout, notamment en France, arrivent à conquérir des clients en utilisant la viralité et les réseaux sociaux à un tarif, je pense, qui ferait baver les grandes banques. Pumpkin, par exemple, recrute des clients pour 1 euro. Là où une grande banque, pour sécuriser un client, il faut dépenser 200, 300, 400 euros pour ensuite sécuriser un client en vie. Parce que ces boîtes-là arrivent à utiliser Twitter, Facebook, faire du viral avec une image, une photo, un dessin, une campagne de pub de gens qui sont en maillot de bain et hop, c'est parti et on recrute des gens. Le tout en attaquant en fait le système bancaire, en les faisant passer pour des méchants. Et comme on l'a vu, la confiance dans les banques, elle est assez écornée depuis la crise. C'est facile de les pointer du doigt et c'est facile du coup de recruter des amis, puisque les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On a une autre boîte intéressante en France qui s'appelle le Compte Nickel. Ça vous parle ? Le Compte Nickel, c'est c'est une banque sans banque. Ça vous permet d'aller dans un bureau de tabac, d'avoir une carte de paiement, un compte en banque. C'est beaucoup moins cher. Initialement, c'était prévu pour les gens qui n'avaient pas vraiment les moyens d'avoir une banque. J'insiste sur le mot. Les moyens d'avoir une banque. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde utilise parce que c'est gratuit, un petit peu révolutionnaire. Et ça va à l'encontre de l'establishment financier, de se dire, je peux avoir une banque en fait, sans avoir besoin de payer des frais bancaires énormes. Et c'est une façon de lutter, on va dire, peut-être, contre cet établissement. Alors, pour info, ils ont acquis 300 000 clients en 27 mois et ils prennent 20 000 ouvertures de compte chaque mois.
ce qui n'est pas négligeable. Et le compte nickel est une très très belle réussite française. Le développement est vraiment énorme ils vont permettre aussi aux clients de se prêter de l'argent entre eux. Enfin, c'est énorme. Et le tout sans avoir de banque. Les bureaux de tabac sont des relais. Il y a plein de startups qui se lancent là-dessus pour essayer d'éviter. En fait, on peut aller retirer de l'argent chez un commerçant maintenant, pas dans un distributeur de billets. En fait, c'est le commerçant qui nous prête de l'argent, qui fait l'ATM. Et puis la banque le remboursera, etc. Le tout, en fait, grâce à la technologie. Et donc, crochet du droit, GAFA, crochet du gauche, FinTech, uppercut, blockchain. Ça vous parle, la blockchain? Ou pas? La blockchain, comme dit The Economist, c'est une machine à fabriquer de la confiance. Elle est basée entièrement sur la technologie. Alors, c'est monstrueusement compliqué quand on creuse vraiment le truc, et je pense qu'il faut être mathématicien pour à peu près comprendre le système. Mais pour vous la faire en gros, en fait, c'est une technologie qui fonctionne de pair à pair, dans laquelle n'importe quelle transaction entre deux individus est écrite publiquement dans un registre. Comme ce registre est public, chaque transaction, en gros, devient un maillon d'une chaîne, et immédiatement après, une autre transaction va se mettre par-dessus. Puis va se mettre par-dessus, et va se mettre par-dessus. Ce qui fait que l'ensemble des maillons ont besoin les uns des autres. Si vous en enlevez un, tout s'écroule, donc on ne peut pas. Et si vous en falsifiez un, tout s'écroule. Donc en fait, on ne peut pas falsifier la blockchain puisqu'elle est publique. C'est un grand livre de compte que tout le monde peut consulter. Quand je dis tout le monde est consulté, c'est bien sûr virtuel, c'est votre machine ordi qui va aller faire la consultation et la calcul et la vérification. C'est basé sur un algorithme qui fait que pour pirater la blockchain, théoriquement, il faut une puissance de calcul 20 fois supérieure à l'ensemble des ordis connectés à Internet. Donc on est tranquille pendant un petit bout de temps, mais c'est pour ça qu'il y a un nombre de bitcoins qui est limité aussi dans le temps et dans l'espace. C'est assez compliqué. Si ça vous intéresse d'aller creuser, je vous invite à aller prendre un Doliprane, parce que c'est vraiment l'enfer. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à la blockchain, il n'y a aucun besoin d'une autorité centrale pour authentifier les transactions. Une vente peut être faite de pair à pair sans passer par un notaire. Donc ça intéresse beaucoup pas mal de startups pour se passer des notaires. Une transaction financière peut être faite sans passer par une chambre de compensation, sans passer par une banque, puisqu'on a confiance dans cette machine réputée inviolable. Donc on a, et je reprends l'allégorie que j'aime bien filer, la mâchoire des blockchains, des GAFA et des FinTech qui sont en train d'attaquer les banques. Et donc, je m'adresse ici aux banquiers dans la salle, j'imagine qu'on vous a répété et refait le coup de la fin du monde. On vous l'a fait. On vous l'a répété que les banques allaient disparaître. J'imagine qu'on vous l'a répété beaucoup. 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 Même au MIT. Bref, j'imagine que partout, on a des gens qui vous disent « Attention, vous êtes bientôt mort. » Ou pas. Parce que quand on l'attaque, que fait l'Empire? L'Empire contre-attaque. Et les banques, elles ont une arme de destruction massive que vous connaissez, la régulation. Ça, c'est monstrueux. Alors, je m'appuie sur quelqu'un qui connaît bien son sujet, l'ex-patronne de Bank of America, Sally. La régulation, ça va vous faire saigner des yeux. C'est elle qui a dit ça. Et c'est pas faux. Quand on regarde un peu les règlements qui sont en train avec lesquels les banques doivent composer, BAL 1, 2, 3, CRD 4, AML, CPR, C2R, SOX, loi de séparation d'activités, loi de financement, etc., etc. C'est un ensemble de règlements. Alors j'ai tenté de chercher le nombre de pages que ça représentait, j'ai fait des enquêtes, j'ai appelé la SG pour savoir si... Mais j'ai pas eu l'information. C'est des milliers de pages de règlements avec lesquels il faut se mettre en accord. C'est monstrueusement compliqué et c'est tout l'inverse de la philosophie des GAFA, qui sont agiles, disruptifs. On détruit tout et on recommence, on pivote, on fait du growth hacking. Vous ne pouvez pas faire de growth hacking avec 2500 pages de règlements à vous traîner. C'est impossible. On ne peut pas. Or, c'est leur philosophie. Vous connaissez Wonga? C'est normal. C'est une fintech qui était au sommet de sa gloire en Angleterre. Tout le monde disait que c'était génial. Ils avaient une IPO qui était prévue à 1,5 milliard de valorisation. Une fintech super sexy. Et puis, ils se sont fait tellement repérer par les médias que notre ami régulateur est venu à la porte de Wonga pour dire « Coucou, c'est super ce que vous faites, mais on va regarder si vous êtes compliant. » Donc, ils ont commencé à dire il faudrait peut-être investir sur ce truc-là, puis vos données, il faut les mettre là, puis il faut les faire en triple, et puis vous devez mettre de côté pas mal d'argent, parce qu'en cas de défaut de paiement, vous devez, pour vous mettre en régulation. Bon bref, maintenant ils perdent 37 millions.
la compliance les a juste tués. Et c'est pas les seuls à comprendre ça. Vous avez des grosses boîtes comme GE qui cherchent à vendre sa branche finance, GE Capital, parce qu'ils n'en peuvent plus de la régulation. C'est trop lourd en fait. Vous avez Tesco qui veut se débarrasser de Tesco Bank, parce que c'est trop lourd. Il y a trop de régulation, c'est devenu un enfer depuis les règlements BAL 3 notamment. C'est trop coûteux, c'est beaucoup trop coûteux. Donc pour les banques qui restent, on reprend le bras de fer, et là c'est l'avantage pour les banques. À côté de cette arme massive qui est la régulation que les banques maîtrisent depuis très 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 longtemps, il y a une autre arme sous-estimée qui est la confiance. Non pas la confiance dans l'image de marque de la banque comme étant une entreprise vertueuse pour faire le bien dans le monde, je ne parle pas de cette confiance-là, je parle de la confiance dans la fiabilité du système financier pour notamment conserver la data. Accenture a fait une grosse étude sur les consommateurs et a demandé notamment à qui est-ce que vous feriez confiance pour stocker toutes vos données personnelles. À 86%, c'est les institutions financières. Parce que ceux à qui on confie leur argent, à qui on confie son argent, on peut lui confier notre donnée. À l'inverse, on fait un peu moins confiance aux autres. La confiance dans l'image de marque, elle est supérieure pour les GAFA, mais la confiance quand il s'agit de mettre des data sécurisées ou son argent, c'est les banques qui l'emportent, parce qu'elles ont fait leurs preuves depuis quand même pas mal de temps. Donc on a avantage et jeu pour les banques. Et pour les banques, si elles commencent à comprendre qu'avec la régulation qu'elles maîtrisent et la confiance qu'ont les utilisateurs dans dans leur capacité à stocker des données sécurisées, alors là on ne lit pas évidemment, je me suis planté sur le contraste, mais il y a un monde d'opportunités, c'est encore une allégorie, qui s'ouvre à elles. Et c'est pour ça qu'on a, enfin en tout cas c'est mon avis, et c'est pour ça qu'on a des banques qui commencent à changer leur structure pour s'adapter à ce monde-là. Alors vous avez par exemple pendant longtemps les risques englober la conformité dans les banques. Et depuis quelques temps, pour se mettre en accord avec la régulation, la conformité est sortie du département des risques et devient un département à part entière, qui grandit. Alors évidemment, ça coûte très cher, mais les banques peuvent se le permettre, et elles savent qu'elles n'ont pas le choix, mais d'autres fintechs n'ont pas les moyens d'avoir un département conformité, avec des gens payés une fortune, une armée de gens pour analyser la gouvernance, la réglementation, etc. Et cette conformité, peu ou prou, bon an, mal an, il y a des frictions, vous le savez dans la banque, elle commence à apprendre à travailler avec le business. C'est dur, mais les banques ont commencé depuis longtemps ce mouvement-là. Elles ont mis la conformité comme étant un département à part entière, stratégique. Très souvent, il y a le COMEX qui est concerné par le sujet. C'est devenu vraiment un département qui est incontournable dans une banque et qui commence à apprendre à travailler avec le business. Alors, le business a besoin de plus de fluidité et plus de rapidité. Parfois, la conformité sont venus comme des freins, mais ils apprennent à travailler ensemble. On a travaillé sur ce sujet-là avec une grande banque, sur comment est-ce qu'on peut mieux travailler et comment est-ce que la conformité peut aider les agences à déployer plus vite des solutions, etc. Vous avez les banques qui se dotent d'un CDO, un Chief Digital Officer. Je ne sais pas si tout le monde a un CDO dans sa boîte, mais c'est un job qui commence à être sacrément en vogue et qui permet en fait d'analyser un peu d'un point de vue méta les tendances de la transformation digitale au sein des banques et de pouvoir piloter cette transformation de l'intérieur. C'est des gens qui sont des moutons à 5 pattes, les CDO. Quand ils sont bien recrutés, c'est des gens qui sont très efficaces. Et par contre, ils coûtent très cher et les fintechs ne peuvent pas forcément se les payer. Après, elles sont déjà dans le digital, mais elles ne sont pas dans la conformité. Eux, ils font le pont entre plein de secteurs différents. Donc, à côté de leur structure, les banques, elles changent aussi leur culture. Et ça, c'est fondamental puisque une transformation, elle passe d'abord par l'humain. Et elles changent leur culture en passant notamment de finance à tech. Au départ, la banque faisait que de la finance. Elle devient de plus en plus technologique. En fait, les banques commencent à réaliser, c'est encore une allégorie, qu'elles sont assises sur une montagne de data. Mais une montagne de data que personne ne possède. Elles ont juste à les exploiter. Et en fait, une banque, si vous réalisez un peu, elle sait tout de vous. Combien vous gagnez, qu'est-ce que vous dépensez, quand, avec qui, quelle heure, dans quel type de magasin, avec quelle préférence, qu'est-ce que vous achetez en ligne, où est-ce que vous allez, dans quel... Elles savent tout de vous, combien vous payez comme impôt, etc. Pour l'instant, elles n'en font pas grand-chose. Alors même que la data, c'est du cash. C'est pour ça que d'ailleurs Google et Facebook sont gratuits, c'est que c'est vous le produit. Mais cette data, c'est du cash si on sait le transformer. Par exemple, il y a quelques temps, je me suis posé la question de savoir si je voulais prendre la carte UGC illimitée pour aller au cinéma.
Qui a la carte UGC illimitée? Mais je l'ai pas prise. Pourquoi? Parce qu'il me manquait une info. En fait, je me suis dit, je voudrais savoir si c'est rentable. Donc, je me suis dit, combien de fois par mois je vais au ciné? Et je me dis, mais cette information, c'est ma banque qui l'a. Mais je vais pas m'amuser à les télécharger, parce que l'interface elle est horrible, à aller télécharger les PDF de chaque mois de relevé de compte pour savoir combien de fois par an je vais au cinéma, faire une moyenne et me dire est-ce que oui ou non c'est rentable de prendre la carte UGC. Alors qu'en un clic, la banque pourrait me le dire. Je pourrais même poser une question à un robot qui pourrait me dire ils savent UGC, ils savent où je dépense. Ils pourraient me dire oui, c'est rentable pour vous. C'est pas grand chose à faire, mais ils le savent. Ils le font pas. C'est dommage. Mais moi, j'adorerais savoir ce genre de questions. Est-ce que j'ai la carte UGC? Est-ce que c'est rentable pour moi? Oui, non. Merci la banque. Et pour ça, je veux bien payer éventuellement. Vous avez mon exemple de la carte UGC étant peut-être limité en termes de crédibilité professionnelle. Je m'appuie sur le patron de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, qui dit clairement Goldman Sachs n'est pas une banque, c'est une entreprise technologique. Et quand il dit ça, il ne fait pas semblant. Chez Goldman Sachs, il y a 9000 ingénieurs et développeurs. Juste pour info, 9000, c'est le nombre total d'employés chez Facebook, personnel d'entretien compris. Et chez Goldman Sachs, il y a 33 000 employés en tout. Ils ont 9000 ingénieurs et développeurs. Ce qui énerve légèrement les GAFA, parce que Goldman Sachs peut payer encore plus cher les programmeurs. Et donc, les grandes banques aspirent les meilleurs développeurs et les prennent aux GAFA. Donc, Google forme les meilleurs mecs à leur méthode. Et ensuite, Goldman Sachs arrive, rajoute un zéro sur le chèque et prennent les développeurs. Et ils ont une puissance de frappe en termes de développement informatique qui est colossale. Ce qui me permet d'arriver à cette petite analyse. Avantage, jeu et 7 pour les banques. Les banques, elles changent aussi leur culture puisqu'elles acquièrent des startups. Beaucoup de fintech. C'est une façon de modifier la culture rapidement. Avec, je prends l'exemple de Litchi, donc la réussite française. Litchi a été racheté par le Crédit Mutuel Arkea pour 50 millions d'euros. Et c'est une Lazorte qui est une ex-HEC, résume très bien le pourquoi du comment, en disant que c'est un mariage de complémentarité, tout simplement parce que beaucoup de banques ont essayé de créer un truc comme Litchi, mais elles n'ont pas réussi parce qu'elles ne maîtrisent pas la culture de la viralité et des réseaux sociaux nécessaires à ce type de start-up-là. Donc, comme elles ne le maîtrisent pas et qu'un plan de transformation et de formation, ça prend des 5 ans, elles rachètent. Et c'est un moyen d'accéder beaucoup plus vite à cette culture-là et à la diffuser, à la déployer et à transformer la façon dont les employés travaillent et pensent. Quand elles n'en achètent pas, elles en créent. Elles modifient leur culture aussi en faisant passer les employés de salariés à entrepreneurs ou intrapreneurs. Et je m'appuie sur un exemple que j'aime bien. Alors, les chiffres de réussite ne sont pas fantasmagoriques, mais la démarche était très intéressante. C'est Soon, by AXA Bank. Donc, AXA a créé une banque qui s'appelle AXA Bank, et AXA Bank a créé une start-up en interne qui s'appelle Soon. Ce qui est intéressant, je ne vous montre pas la vidéo d'usage, mais on dirait un compte Facebook, et en fait, c'est votre compte en banque. Et donc, vous achetez une voiture ou vous achetez n'importe quoi, vous avez la photo qui va avec. Vous pouvez épargner pour acheter une voiture et mettre la voiture de vos rêves en photo. Et puis, chaque mois, il y aura un petit montant qui va partir vers la photo de la voiture et ça va vous aider à savoir qui, quoi, où, quand, comment. Et vous consultez vos comptes de manière intuitive et mobile. Et il y a une timeline, en fait, comme Facebook, de consultation du compte bancaire. Donc, ils ont pris les usages des GAFA. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est qu'entre le projet et le déploiement de la banque avec les premiers clients, il a fallu que 18 mois. Ce qui est énorme. C'est hyper rapide pour créer une banque de zéro à une banque. Et comme ils se présentent eux-mêmes, l'équipe Soon, c'est une start-up au sein d'AXA Bank. Ça, c'est une révolution culturelle un peu pour un assureur ou pour une banque de se dire on va créer une start-up au sein de notre entreprise. Chez Braintrust, nous, on croit beaucoup à ce modèle-là et on pousse les boîtes à faire ça parce que vous avez les meilleurs éléments, les plus digitaux, les plus agiles, les plus créatifs. Au lieu de quitter le navire parce que la régulation, au bout d'un moment, ça pèse, on leur file un espace de liberté et ils créent une start-up en interne en attirant du coup à eux les autres meilleurs éléments. Ça fait bouger l'entreprise en général et ça permet de diffuser une culture de l'innovation qui est supérieure. Vous avez les banques qui, en fait, la blockchain, c'est pas qu'une menace pour une banque, c'est aussi une fabuleuse opportunité. Barclays, s'est associé à une start-up qui s'appelle Cycle. En avril, et en fait elle a ouvert son infrastructure informatique à la startup et qui permet en fait de convertir des livres en bitcoin et réciproquement. Et en gros la startup
maintenant travaille avec Barclay et ça permet à Barclay d'éviter en fait les systèmes de compensation. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la blockchain permet d'éviter un élément central de certification. En fait, ça permet aussi d'éviter tout simplement de faire appel à des chambres de compensation. Ça permet de tester un nouveau modèle d'échange de devises et la transaction est effectuée plus vite et beaucoup moins chère grâce au blockchain. Puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale de certification et de vérification, que tout est basé sur la blockchain, c'est instantané et ça ne coûte rien. Et donc pour les banques, c'est un excellent moyen en fait de diminuer le coût du back-office, le blockchain. Et ça, elles ont commencé à le tester vraiment lourdement parce que dans certains cas, ça fait 60% d'économie sur certains process. La blockchain, en fait, elle permet par exemple à des boîtes de tester la micro-assurance. Vous empruntez la tondeuse de votre voisin avec l'économie collaborative, et ben pour 75 centimes, automatiquement calculé, et en un clic, vous pouvez l'assurer. Grâce à la blockchain, il n'y a pas besoin de créer un devis, de faire une facture, de faire un machin, c'est instantané. Grâce à la blockchain, la transaction est sécurisée. Donc il y a une boîte qui s'appelle Stratum, qui s'est créée là-dessus et qui travaille donc avec des assureurs pour rendre en fait automatique et rapide la micro-assurance. On emprunte une voiture à quelqu'un dans une startup d'économie de partage, pif, c'est assuré en un clic. Et c'est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est ce que permet le blockchain. Donc pour les banques qui font de la banque assurance, c'est une super opportunité. Comme j'ai dit aussi, le blockchain permet de refondre tout le back-office. Donc il y a une autre startup qui s'appelle Utocat qui s'est mis là-dessus. Donc c'est pour vous donner, si vous voulez aller creuser un peu, vous pouvez aller regarder comment est-ce qu'ils travaillent avec des banques. C'est un moyen de réduire encore une fois de plusieurs millions d'euros les coûts du back-office et de certification, de contrôle, etc. Donc beaucoup de banques ont déjà commencé à investiguer de ce côté-là et mettre en place des pilotes. Notamment par exemple avec IBM. On a une banque qui s'est mise à travailler, qui n'est autre que le Crédit Mutuel Arkea, avec IBM, pour essayer d'utiliser le blockchain pour éviter la fraude sur pas mal de paiements. Encore une fois, ça diminue les coûts, ça augmente la vitesse. Donc le blockchain, soit on peut le voir comme un ennemi terrible parce que du coup on se passe des banques, soit on peut le voir au contraire comme une arme que les banques vont pouvoir réintégrer. Elles ont la puissance de calcul, elles ont la puissance financière, elles vont pouvoir intégrer pas mal de ces fintechs qui travaillent sur la blockchain pour en fait utiliser leur technologie pour le back-office et diminuer magistralement les coûts. Ce qui me permet du coup de dire avantage, jeu, set et match, à mon sens, pour les banques. Alors c'est mon point de vue, encore une fois, sur le sujet. J'ai fait un petit visuel simplement pour résumer. Le gros bras pour moi, c'est pas du tout les GAFA sur la question de la banque, c'est les banques. Parce que les banques commencent à prendre conscience qu'elles sont assises sur une montagne de data ultra sécurisée que personne ne donnera jamais aux GAFA, parce qu'ils n'ont pas confiance. Que cette data-là, elle a une grosse valeur, si tant est que vous sachiez quoi en faire. Et surtout, les banques sont très amies avec la régulation. Parce que les GAFA détestent et sont allergiques à la régulation. Pour vous laisser avec un peu de concret à embarquer, une petite to-do list. Ce qu'il faut que vous fassiez en tant que banque, c'est d'acculturer les collaborateurs. C'est nécessaire. La transformation digitale, elle passe d'abord par les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. J'aime beaucoup cette phrase de l'ancienne DG d'Altedia qui disait que pour transformer une entreprise, il faut passer par la tête, par le cœur et par les mains. Il faut faire comprendre, faire aimer et faire faire. Donc il faut acculturer tous les collaborateurs de l'entreprise, par exemple avec des choses comme ce qu'on voit chez BNP. Il y a des choses impossibles et aujourd'hui, tout est incertain, mais tout est possible. J'ai l'audace. Mon projet, je le porte vraiment parce qu'en fait, je le porte pas pour moi. C'est un échange, en fait, c'est un partage, c'est donner, c'est aussi recevoir. Cette envie-là qu'on a tous en commun, ça crée une vraie synergie dans le lab et c'est ça que j'aime bien. Ça nous permet de créer une communauté de personnes qui ont envie de faire bouger les lignes. J'avais pas imaginé, en tout cas à ce point, d'être accompagnée du début jusqu'à la fin. Cette initiative-là me permet de laisser parler finalement mon imagination, de me donner aussi un élan positif et de me permettre d'avancer dans cet univers de contraintes. Ça fait plaisir de voir que le groupe nous accompagne dans cette démarche. Moi, j'ai confiance. Je ne sais pas si vous connaissez pour certains le People's Lab, c'est une initiative de BNP pour créer des intrapreneurs. C'est une façon de générer du nouveau business et de
même si c'est pas des startups monstrueuses qui se créent, ça acculture les collaborateurs qui vont tous passer par promotion entière dans ce lab et apprendre à travailler en ligne, en agilité, intégrer des notions simplement de Scrum, de test, d'A/B testing, etc. et de changer tout doucement la mentalité de l'entreprise. Parfois, il y a des startups qui sont créées en intrapreneuriat qui cartonnent. Hein. Dassault Systèmes n'est qu'une entreprise qui a été au départ intraprise par le PDG. Au-delà de l'acculturation des collaborateurs, une banque, en revanche, doit apprendre à aller vite. Ça, c'est indispensable. Même si vous avez des atouts énormes, il faut les mettre en œuvre vite parce que si vous ne shootez pas les premiers, il y a une fintech qui va le faire et ensuite vous allez la racheter un peu plus cher. Litchi a été racheté 50 millions d'euros. C'est une somme quand même. Alors que peut-être on aurait pu créer le truc plus vite. Je redonne l'exemple de l'UGC, mais c'est une... Voilà. Peut-être un de ces matins, on va se lever et se dire, tiens, on va créer quelque chose autour de ça. Alors, pour aller plus vite, il y a plein de façons d'accélérer. Je voulais juste vous citer un bouquin qui est sorti il y a quelques mois à peine, qui est écrit par l'équipe qui dirige le Google Ventures. Donc c'est la fabrique de Google qui fabrique des nouvelles entreprises. Donc eux, ils savent aller vite. Et ils ont une méthode qui s'appelle le Google Design Sprint. 5 jours de méthodologie pour passer de l'idée à un MVP. Tout est dans le bouquin. Donc le sprint, il peut être fait en 5 jours, il peut être fait en 2 jours. Eux, c'est 5. C'est juste que le concept de sprint, en fait, que je voudrais que vous reteniez, c'est de faire travailler des gens en sprint. Et je ne sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson. C'est une loi en chimie de dilatation des gaz. Vous prenez un bocal, vous mettez du gaz dedans, il va prendre toute la place disponible. Un projet, c'est la même chose. Vous prenez un projet, vous donnez 6 mois au projet, il prendra 6 mois. Vous lui laissez 4 mois, il prendra 4 mois. Vous laissez 1 mois, il prendra 1 mois. Le sprint permet de laisser 2 jours ou 5 jours à un projet pour vérifier les hypothèses, mobiliser les gens et en un temps record. C'est une nouvelle façon de travailler, on l'a fait chez Oracle il y a quelques temps et avec des clients. Et en fait, les gens maintenant, chez Oracle, demandent à travailler en mode sprint. Plutôt que faire des trucs de 6 mois interminables, on se prend 2 jours avec le client, à temps complet, nuit compris s'il faut. On rend le truc un peu sympa et ça va beaucoup plus vite et en plus c'est très sympa. Ensuite, il faut qu'une banque, elle apprenne à penser customer-centric. C'est pas une expression qui vous est inconnue, mais chaque fois qu'on se connecte sur le site de notre banque, dont je tairai le nom, c'est un enfer. Mais vraiment, c'est un enfer. À côté de ça, avant, ça allait, mais nous, on est habitué à l'expérience Google, Amazon, c'est rapide. Le paiement en un clic d'Amazon, c'est intuitif, c'est rapide. Je me connecte à Amazon, à Google, j'ai tout qui est en ligne, facile, accessible. Je commence un message sur mon portable, sur Facebook et je le termine sur mon ordi. Tout est simple et fiable. Il faut penser customer centric. Alors les banques commencent à s'y mettre. Boursorama a lancé un nouveau site. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez compris, c'est pas une pub que je voulais vous montrer. Simplement que quand je vois ça et quand on compare à notre expérience, on a envie d'aller là-dessus parce que c'est plus fluide, plus intuitif, plus joli. On a accès à plus d'infos. Ce que ça nous dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des banques qui ont compris qu'on peut aller chercher, benchmarker le meilleur de ce que font et de ce qu'a faire les GAFA en interface et de l'intégrer. Il y a un truc que les GAFA ont et auront encore longtemps, c'est l'audience dont j'ai parlé. Donc ça veut dire que dès qu'ils lancent une nouvelle mise à jour ou un nouveau bouton ou un nouvel usage, instantanément, vous avez des milliards de gens qui sont habitués à cet usage. Donc, ce n'est pas la peine d'aller contre, il faut aller avec. Les doubles crochets WhatsApp de validation, maintenant, c'est devenu un élément signifiant universel. Autant le conserver dans votre interface bancaire. Le fait d'avoir le bouton en bas à droite sur l'iPhone, quand Apple décide que c'est en bas à droite qu'il y aura un bouton au niveau du pouce, ce n'est pas la peine de faire un bouton de validation en haut à gauche de l'écran. Ça sert en haut à droite, si vous voulez. Ça sert à rien. Il faut suivre ces gens-là, ils ont tout de suite une audience démultipliée. Donc, autant, tant qu'à faire, prendre ce qu'ils savent faire et l'appliquer à vos usages et interfaces et ergonomie. Ensuite, ce qui vous reste aussi à faire, c'est à multiplier autant que possible les interactions avec les clients. On l'a vu, la banque, c'est uniquement maintenant vu comme un truc de compliance, de
de facilities. J'ai juste pas besoin. Je n'ai pas besoin d'une banque. Enfin, il m'en faut une parce qu'il en faut une, mais que ce soit une ou l'autre, c'est pareil. En revanche, si à chaque fois que vous pouvez vous multiplier les interactions avec les clients, je vais être plus à même de payer pour un service que j'utilise régulièrement. Les gens qui vont sur Facebook très souvent tous les jours, si Facebook devenait payant à 1 € par mois, je pense qu'ils paieraient. Parce que l'interaction est tellement régulière qu'on justifie la valeur. Quand on n'interagit jamais avec son compte en banque parce qu'il est moche, pourquoi on paierait? Donc, il faut multiplier les interactions clients. Alors, je vais exprès un peu loin dans la provoque, en montant cette banque japonaise qui a embauché le robot Pepper d'Aldebaran Robotics pour faire l'accueil et générer des débuts d'interaction. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène ici? Votre numéro de compte en banque, c'est quoi? Ah, bonjour monsieur machin, etc. etc. C'est une façon un petit peu provoque, évidemment, de parler d'interaction, mais l'interaction, elle peut être due à l'intégration de technologies liées à l'intelligence artificielle. Par exemple, recevoir une alerte personnalisée sur le fait que peut-être, attention, par rapport à un projet que vous avez immobilier dont vous avez parlé à votre conseiller, le fait de dépenser une somme X ce mois-ci est une mauvaise idée. Et ça peut c'est un moyen de faire du conseil personnalisé en fait, parce que la banque a accès à la data et ça peut faire du push et une petite interaction et le client peut se dire ah ouais c'est vrai, ok bon, pas bête, mon achat compulsif je le range et j'évite comme ça de faire une bêtise. C'est une façon de vous placer dans une interaction bienveillante vis-à-vis du client, ça justifie la valeur du service que vous payez. Et surtout, les interactions avec les clients, elles génèrent de la data. Et comme j'ai dit, la data, c'est du cash. Et je reprends cet exemple parce que je pense qu'il est juste marquant. Je ne comprends pas, au XXIe siècle, en 2016, que je doive télécharger les PDF de tous mes relevés de compte pour ensuite faire l'addition de mes dépenses au cinéma pour savoir s'il est oui ou non rentable de prendre la carte UGC illimitée. C'est un truc de base, un besoin dont j'ai besoin, et je pense que si j'en ai besoin, je ne suis pas le seul. Des millions de gens se posent la question au moment de s'inscrire à UGC, est-ce que tu penses que je le prends ou pas? Est-ce que je vais assez au cinéma? Qui d'autre a la réponse que la banque? C'est pas compliqué un truc comme ça, 2 jours de sprint, vous avez un service qui est lancé, un algorithme est terminé. Et vous avez une banque qui peut proposer ce type d'outil. L'intelligence artificielle fait des progrès monstrueux sur ce sujet et il sera à terme, enfin dans pas longtemps du tout, très facile d'avoir un petit chat où je pourrais demander un truc à ma banque qui va comprendre ma demande, mais il n'y aura pas d'humain derrière et elle ira elle-même faire du data mining dans mes relevés de compte et voir UGC, Georges V, machin et tout, faire l'addition, calculer, me dire non c'est pas rentable ou oui c'est rentable. Et ensuite pourra même mettre en relation directement avec UGC et me proposer une réduc et j'aurai pas besoin de remettre ma carte bleue puisque le blockchain permettra de certifier la transaction, etc. Tout sera fluide et simple et je consommerai plus et ma banque deviendra un allié. Et je parle même pas du développement de l'intelligence artificielle pour faire des robots entre guillemets de conseillers personnels en gestion de patrimoine, en gestion de dépenses. En coach financier. Il est l'heure d'arrêter. Je vous remercie